Nambaka est la prison de haute sécurité la plus mortelle, située sur une île isolée d'où personne n'a jamais pu s'échapper vivant. Mais l'un des prisonniers de la cellule 13, grâce à ses capacités secrètes de rang SS, décide de s'évader de cet enfer avec ses amis, bien vivants. Un surveillant ordonne de fermer toutes les issues, mais les détenus parviennent à se faufiler par une porte métallique. Un prisonnier, casquette bleue, utilise une carte pour révéler des pièges laser invisibles et guide les autres avec des mouvements comiques jusqu'à ce qu'un autre, en chemise rayée noire, désactive facilement les pièges en craquant le mot de passe. Après avoir déclenché d'autres pièges, il grimpe dans un conduit rempli de gaz soporifique, échappe à une boule géante et évite de justesse l'électrocution, mais finalement, il retrouve la sécurité par le même tunnel. Le directeur et le surveillant sont furieux et envoient un homme nommé Yamato pour les arrêter. Yamato poursuit les détenus, mais il a le sens de l'orientation de ma copine et se perd immédiatement en demandant son chemin. Pendant ce temps, les prisonniers continuent leur évasion, sans aucune interruption, et rencontrent bientôt un groupe d'hommes armés. Un détenu, Nico, s'interpose pour sauver son ami et reçoit un tir, mais réalise que ce n'est qu'un tranquillisant qui ne l'affecte pas. Tandis que les hommes armés sont momentanément stupéfaits par le tir raté, Nico et son ami profitent de la diversion et s'enfuient, réussissant leur évasion. Bientôt, ils se retrouvent face à une meute de chiens dangereux, mais Nico regarde Dog Whisperer sur Nat Geo, alors il les apprivoise facilement. Après cela, ils atteignent enfin une immense porte en fer qui les sépare de la liberté, mais leur cœur se serre en trouvant le surveillant qui les attend dehors. Ils attaquent immédiatement le surveillant de toute leur force, mais celui-ci est bien plus fort et les tabasse avant de les renvoyer dans leur prison pour y pourrir à nouveau. Étonnamment, les détenus ne sont pas trop contrariés de retrouver leur cellule. Comparé aux autres prisons, celle-ci offre de la bonne nourriture, d'immenses baignoires, des équipements de gym et à peu près toutes les installations dont ils ont besoin. Quelque temps plus tard, Jugo, le détenu 15, tente de s'évader une fois de plus, mais est rapidement rattrapé et renvoyé dans sa cellule. Une fois à l'intérieur, il raconte aux autres avoir vu une mystérieuse et canon salope en chemin. Alors ces dégénérés se précipitent aussitôt au parloir, seulement pour la trouver avec le surveillant. Il se demande comment Motion Fitan, ou se demande comment une insulte comme le surveillant peut se taper une telle bombe, mais il s'avère que cette bombe deviendra finalement un papa, car c'est en fait un homme et le frère cadet du surveillant. Soudain, le surveillant est appelé par ses supérieurs, alors il part tandis que Jugo essaie de relever son jeune frère qui lui demande pourquoi diable il porte un équipement BDSM. Jugo sent soudain la colère monter en lui alors que son humeur s'assombrit et il affirme que ses chaînes lui ont été mises par un homme avec une vilaine cicatrice rouge sur le cou et la seule raison pour laquelle il est venu ici était de trouver cet homme hideux et de se venger. Le lendemain, à la prison de Nanbaka, le surveillant vérifie la cellule 13 et constate l'absence de Jugo. Naturellement, il suppose une nouvelle tentative d'évasion, mais non, Jugo fait juste la sieste dans la salle de garde de nuit. Furieux, le surveillant exige une explication et Jugo dit nonchalamment qu'il s'est faufilé parce que ses compagnons de cellule ronflent. Comme si cela ne suffisait pas, Yamato, ce crétin, était occupé à s'entraîner au lieu de monter la garde. Alors que les détenus s'extasient sur la qualité de la nourriture comparée aux autres prisons, le chef, un grand sensible malgré sa taille, entend leurs compliments et dans son enthousiasme dépose des plats sur leur table en guise de remerciement. Après s'être régalé du cadeau sucré du chef, les détenus tombent sur un Rubik's Cube. Jugo le résout rapidement en quelques secondes, impressionnant tout le monde. Ne voulant pas se laisser faire, un autre détenu, désireux de le surpasser, tend à Jugo un puzzle bien plus difficile. Il le résout tout aussi facilement, laissant le challenger furieux et remettant en question ses choix de vie. Un surveillant, en ayant assez de leurs bêtises, les met au travail pour construire des meubles. Jugo se plaint que la tâche est ennuyeuse, mais le surveillant lui dit d'être plus comme Nico, qui, il s'avère, a construit un robot en bois au lieu de meubles. Cela exaspère le surveillant qui s'emporte immédiatement et frappe Nico jusqu'à le rendre inconscient. Comme si ce n'était pas pire, un autre détenu avait sculpté une bombe pour laquelle il avait soif. C'était maintenant au tour de Jugo, il montre fièrement le meuble qu'il a fabriqué. Impressionné pendant 2 secondes entières, la joie du surveillant s'évapore quand Jugo appuie sur un bouton, révélant un tiroir auto-ouvrant qui se démonte et le frappe en plein visage. Le surveillant, officiellement blasé de la vie, se dirige vers son assistant pour discuter à quel point il serait foutu si le directeur principal découvrait les frasques de la cellule 13. Jugo apparaît, notant joyeusement que ce serait plutôt embarrassant. Furieux, le surveillant le menotte et dit à son assistant de vérifier si quelqu'un d'autre s'est échappé de leur cellule. Plus tard, lors d'un trajet en train vers le quartier général, un surveillant rencontre la directrice. Il passe devant un groupe d'évadés de cirque, ou du moins c'est ce qu'ils semblent être, ignorant complètement leurs avertissements selon lesquels la directrice est occupée. Entrant dans son bureau, il lui tend des dossiers, ignorant qu'elle a secrètement soif de lui. Leurs mains se touchent accidentellement et elle retient à peine sa culotte. Son garde, ignorant, attaque le surveillant pensant qu'il a importuné la dame, mais le surveillant le projette sans effort et passe aux choses sérieuses. Après ces bêtises, la directrice et le surveillant discutent des détenus, en commençant par Nico, le détenu 25. Il s'avère que Nico a été arrêté pour toxicomanie et sa grande raison de s'être évadé de sa dernière prison, il déteste les aiguilles.
On lui faisait des injections pour ses allergies alimentaires. À Nambaka, on lui donne des médicaments oraux à la place. Boum, alors il reste tranquille. Problème résolu. Ensuite, le détenu 69. Il a été enfermé pour des émeutes de gang, mais s'est évadé de son ancienne prison parce que la nourriture était dégueulasse. Il a été un détenu modèle à Nambaka, cependant, parce que la nourriture ici est la meilleure. Ensuite, il y a le détenu 11 qui a été arrêté pour avoir géré un casino clandestin. Il s'est évadé de sa dernière prison parce qu'il avait un rendez-vous galant avec une fille au hasard. Enfin, Jugo, le détenu 15, le roi des évasions, arrêté pour vol. Il s'est évadé de sa première prison le jour même de son arrivée. Quand la directrice demande pourquoi il continue de s'échapper, le surveillant répond d'un air impassible. Il appelle ça son passe-temps. Le lendemain, Hajime est arrêté par son assistant en pleurs, qui se plaint que les détenus de la cellule 13 le harcèlent. Hajime lui dit de se ressaisir et d'arrêter de pleurer, mais l'assistant continue de raconter son horrible expérience avec les détenus. Hajime le réprimande, lui disant de ne pas avoir peur d'eux et de riposter si nécessaire, mais le pauvre gars ne peut s'arrêter de pleurer et raconte comment il se moque constamment de lui, ce qui lui donne envie de quitter son travail. Hajime lui conseille que démissionner n'est pas la solution et qu'il devrait être fier d'être gardien de prison. Il dit que si l'assistant peut garder son poste ici, il peut tout faire. Hajime suggère ensuite d'utiliser les faiblesses des détenus contre eux. Il commence par le détenu 11, Uno, dont la principale faiblesse est les femmes séduisantes. Lui donner un magazine rempli de femmes attirantes devrait le tenir occupé un moment. Quant au détenu 69, Rock, obsédé par la nourriture et les combats, tout ce qu'ils ont à faire est de lui offrir un menu excitant pour le maintenir engagé. Pour le détenu 25, Nico le plus facile à gérer, ils n'ont qu'à lui donner un anime à regarder. Enfin, le détenu 15, Jugo, est le plus difficile car s'évader de prison est son seul passe-temps. Pour maîtriser Jugo, ils doivent gérer le reste des détenus avec soin. Après avoir donné une longue leçon sur la façon de contrôler les prisonniers, Hajime retourne à son travail. Il rencontre la directrice qui l'informe de l'arrivée d'un nouveau détenu et lui demande de le placer dans la cellule 13. Ils discutent de l'influence que ce nouveau prisonnier pourrait avoir sur les autres, même de l'historique de Tsukumo, capturé et évadé. Alors qu'Hajime quitte le bureau de la directrice, il rencontre son assistant, qui partage avec enthousiasme comment il a réussi à occuper les détenus en suivant les conseils d'Hajime. Hajime lui parle ensuite du nouveau transfert, et bientôt les détenus de la cellule 13 apprennent l'arrivée du nouveau et se demandent qui sera leur nouveau compagnon de cellule. C'est alors que Tsukumo arrive à la manière d'un ninja, laissant les détenus bouche bée. Tout le monde, sauf Jugo, est excité par ses tours de ninja et l'accueil. Cependant, Jugo affirme que tout cela n'est qu'une imposture. En réponse, Tsukumo partage ses tactiques d'évasion, mais Jugo refuse toujours de le croire. Tsukumo défie alors Jugo à un concours d'évasion pour prouver ses compétences et le vaincre. En colère, Jugo le jette au sol avant d'accepter le défi. Plus tard, lorsque l'assistant vérifie les détenus, il l'ignore froidement, le poussant à retourner en courant vers Hajime pour se plaindre à nouveau. Pendant ce temps, Jugo et Tsukumo commencent leur concours, Tsukumo suivant Jugo, appelant cela une technique d'ombre ninja. Le reste des détenus se rassemblent pour regarder et les encourager. Jugo commence par crocheter les serrures du portail et jeter une carte pour désactiver les pièges laser, tandis que Tsukumo le suit simplement comme un chiot ignorant. Bientôt, il se retrouve face à Hajime. Tsukumo essaie de démontrer ses grandes techniques ninja, mais elles ne font pas le poids face à Hajime, qui le frappe et le jette de côté comme un cafard. Impassible, Tsukumo essaie des techniques encore plus inutiles, lançant des feuilles et des lames de ninja, mais sa maladresse, il parvient à se piéger lui-même avec ses propres mouvements ninja stupides. Plus tard, Hajime et l'assistant examinent les images de vidéosurveillance et découvrent que Tsukumo a réussi, d'une manière ou d'une autre, à trouver toutes les caméras cachées et à poser sciemment devant chacune d'elles. Hajime décide qu'il devrait déplacer ce type, cette nuisance, à la cellule 11 et en finir avec lui. Le lendemain, Yamato ouvre la cellule 13 et annonce aux détenus que demain, c'est le réveillon du Nouvel An et qu'il y aura des décorations et du nettoyage à faire dont bien sûr les détenus sont responsables. Pendant ce temps, Hajime se rend au bureau de la directrice pour nettoyer et la directrice ne peut s'empêcher de l'admirer avec envie depuis son siège. Plus tard, elle discute avec les surveillants du prochain tournoi du Nouvel An à la prison de Nanba où il défie Hajime affirmant que sa victoire l'année dernière n'était qu'un coup de chance. Dans la prison, les détenus de la cellule 13 se remémorent les événements de l'année précédente, se réjouissant des souvenirs qu'ils ont créés jusqu'à présent, et décident au coin de s'évader de la prison pour marquer le début de la nouvelle année. Le lendemain, tout le monde se rassemble pour entendre les annonces du tournoi du Nouvel An. L'un des surveillants lit les noms des participants et explique les règles. Les détenus et les officiers de chaque bâtiment sont formés en équipe et chaque membre de l'équipe gagnante est généreusement récompensé. Les gardiens reçoivent des primes de salaire, tandis que chaque détenu de l'équipe gagnante peut choisir un objet de son choix. Dès qu'ils entendent cela, les détenus de la cellule 13 s'excitent et courent vers Hajime, le suppliant de les prendre comme coéquipiers. Cependant, l'assistant les informe que cette décision revient à la directrice. Heureusement pour eux, la directrice Momoko abuse de son pouvoir et inscrit les détenus de la cellule 13 au tournoi. L'un des gardiens, avec son équipe, s'approche d'Hajime et se moque de lui pour s'être retrouvé avec les détenus de la cellule 13. Le reste des gardiens arrivent et ils s'engagent tous dans une compétition futile pour savoir qui est le meilleur. Cette absurdité dure un certain temps, offrant un divertissement gratuit aux détenus.
Bientôt, le premier événement est annoncé et le commentateur révèle qu'il s'agit d'un concours de calligraphie. Les détenus sont horrifiés en entendant cela et se tournent vers Jugo, espérant qu'il pourrait les aider à passer le tour. Jugo sort gracieusement son pinceau et commence, mais il réalise non vite à quel point il est pathétique. Il réalise honteusement que Jugo n'est bon qu'à s'évader de prison, rien d'autre. Heureusement, les gardiens, Yamato et Aginim, impressionnent tout le monde avec leurs compétences parfaites en calligraphie. Les détenus regardent avec admiration, tandis que le surveillant les informe que les deux gardiens sont des calligraphes agréés. Grâce à Hajime, l'équipe passe au tour suivant, assurant la première victoire pour la cellule 13. D'en haut, la directrice observe et devient toute romantique, souhaitant qu'Hajime écrive son nom. L'annonce du deuxième événement est faite, un concours de pilonnage de mochi et de chute de Daruma, quoi que cela signifie. Apparemment, l'équipe doit compléter le mochi sans laisser tomber son Daruma au sol, un concours de force et d'endurance. Yamato apporte un énorme marteau et le donne à Jugo qui le laisse tomber immédiatement, incapable de supporter son poids. Mais Rock parvient à le soulever et part avec Yamato pour participer. Yamato lui dit de garder leur Daruma pendant qu'il s'occupe du pilonnage. Rock affronte Liang, un ancien compagnon de cellule du bâtiment 5 qui cherche à se venger. Liang apparaît de nulle part et frappe furieusement l'un de leurs blocs, laissant Rock sous le choc. Il se lance des pains, des insultes et commence à se battre. Liang brise son marteau et affronte Rock, tandis que Yamato fait face à un adversaire laid mais puissant. L'adversaire se jette sur Yamato de toutes ses forces, tandis que Liang attaque furieusement Rock, expliquant comment il a été vaincu par Rock il y a longtemps et en a depuis fait sa mission de vie de s'entraîner dur pour le vaincre. Mais Rock est occupé à rêver de son four en pierre qu'il demandera comme prix s'il gagne le tournoi, ce qui déroute tout le monde. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi il demanderait un objet aussi inutile alors qu'il pourrait avoir pratiquement n'importe quoi. Après quelques combats, Rock met Liang KO d'un seul coup de poing et le jette hors du tournoi à lui seul. Inspiré par cela, Yamato adopte une approche plus agressive et gagne également son match d'un seul coup de poing, projetant son adversaire dans le ciel. C'est ainsi que la cellule 13 remporte ce tour et passe au suivant. Le prochain événement est un jeu de cartes appelé Yakunin Ishu, où Uno et le surveillant Seitaro sont sélectionnés pour représenter la cellule 13. Alors que le match commence, Seitaro se demande si Uno s'en sortira seul ou s'il devrait lui expliquer les règles une fois de plus. Le match débute et Seitaro affronte son adversaire qui le sous-estime clairement. Quand Seitaro gagne instantanément le match, son adversaire le regarde sous le choc. C'est au tour d'Uno et il semble lutter contre un adversaire beau gosse. Il peine un moment, incapable de suivre le rythme de lui et de son coéquipier. Il se moque de lui pour sa lenteur, mais soudain, Uno a une idée. Quand le chef de l'autre équipe se moque d'Uno pour son échec persistant et son intention de tricher, Jugo dit au type qu'Uno est un génie et n'a pas besoin de tricher pour gagner. Au moment où il dit cela, Uno change rapidement de tactique et bat son adversaire en lisant son langage corporel. L'ami de l'adversaire intervient et affronte Uno, mais Uno surprend une fois de plus tout le monde en gagnant, utilisant la même technique de lecture du langage corporel. Les adversaires sont vraiment énervés et les cheveux de l'un d'eux commencent à former des flèches. Son ami essaie de le calmer, mais Uno les bat à nouveau, qualifiant son équipe pour le tour suivant. Pendant ce temps, Nico rencontre quelqu'un qui semble flotter alors qu'il récupère ses médicaments. Paniqué, il court vers les autres, laissant ses médicaments derrière lui et raconte l'incident à Hajime, mais Hajime ne le croit pas. Le troisième événement est annoncé, une bataille de toupies, similaire à Beyblade, mais avec des toupies super dimensionnées. Les équipes doivent faire tourner leur toupie au centre de la scène et trouver un moyen d'éjecter celle de leur adversaire. Le commentateur annonce les équipes restantes et leurs adversaires, faisant des remarques sarcastiques et insultant tout le monde. Les concurrents sont enragés et prêts à affronter leurs adversaires. C'est alors que le commentateur annonce un nouveau duo et Nico reconnaît rapidement l'un d'eux comme étant le gars flottant. Il tire sur la chemise d'Hajime, le pressant de regarder. Excité, Nico saute de son siège et pousse accidentellement Hajime au sol, tout en demandant à tout le monde de regarder attentivement le gars flottant. Hajime se fâche, se lève rapidement et frappe Nico à la tête pour son comportement imprudent. En conséquence, Hajime et Nico sont forcés de participer au match contre leurs adversaires. Le match commence, il est Nyeyongnans et les adversaires se dirigent directement vers Hajime, sachant qu'il est le plus coriace des deux. Nico se fâche et les frappe avec une boule de fer, les réprimandant d'attaquer à 2 contre 1 et se met à sermonner le duo. Il s'excite à nouveau quand l'un des adversaires, qui porte des lunettes, grimpe sur le mur du tournoi et décide de faire une sieste. Nico affronte le gars flottant et le supplie de lui apprendre à flotter. Nico ne lâche rien et continue de le harceler, l'appelant maître. Finalement, le gars flottant se fatigue et propose de mentorer Nico s'il gagne. Nico s'excite, saute et est prêt à faire ses preuves. Pendant ce temps, Hajime se bat contre l'homme singe et leur combat continue un certain temps, tout cela étant attentivement observé par la directrice qui souhaite être celle qui lutte avec Hajime, redevenant toute romantique. Hajime jette son adversaire au sol et avance, mais le gars flottant l'attaque par derrière dans un mouvement à la Goku. Nico est impressionné par son futur mentor et reste là, abasourdi. Même après qu'Hajime ait jeté l'adversaire de côté, Nico continue de vanter à quel point le gars est génial, agaçant ses coéquipiers.
Nico supplie le gars flottant de lui apprendre le mouvement et fait étalage de ses capacités en copiant la technique que Liang a utilisée plus tôt contre Rock. Le gars flottant est impressionné que Nico ait pu copier et perfectionner une technique juste en l'observant quelques instants. Jugo et les autres discutent de la capacité incroyable de Nico à imiter parfaitement quelque chose s'il trouve ça cool. Nico et le gars flottant s'attaquent donc mutuellement, mais Nico le jette finalement à terre une fois de plus, demandant à devenir son disciple. L'ami du gars flottant, qui se détend en haut, dit à Nico que c'est en fait le gars flottant qui devrait devenir le disciple de Nico, car la seule raison pour laquelle il est entré dans le tournoi était de trouver un maître digne de ce nom. Nico s'excite, saute de joie, demandant à être choisi comme son mentor. Il révèle ensuite que s'il gagne le tournoi, il demanderait une console de jeux vidéo, laissant tout le monde incrédule face à son idiotie. L'ami du gars flottant se fâche et le jette de côté, le traitant de mesquin et d'enfantin. Pendant ce temps, Hajime continue son combat contre l'homme-singe qui ne cesse de se chamailler. L'homme-singe accuse Hajime de cacher quelque chose concernant les détenus de la cellule 13 et affirme qu'Hajime a menti à la directrice quand il a dit n'avoir aucun problème avec la cellule 13. Hajime s'énerve, le soulève par le col et le jette de côté, ce qui pousse les autres équipes à profiter de cette distraction pour avancer les unes contre les autres. Hajime continue de battre l'homme-singe sans pitié, tandis que la directrice fantasme sur des scénarios romantiques avec lui. La bataille fait rage, et Nico essaie toujours de convaincre le gars flottant de le prendre comme disciple. Pendant ce temps, Hajime lance sa toupie sur son adversaire et gagne le match, tandis que Nico gagne en imitant les mouvements de Yupa. C'est ainsi que la cellule 13 remporte ce tour et passe en finale, alors que Nico s'évanouit d'épuisement dans les bras d'Hajime. Alors que tout le monde se prépare pour la finale, la directrice est enfermée dans son bureau, lisant secrètement un livre et rougissant. L'un de ses gardes fait irruption, lui demandant de se préparer à superviser le concours et lui arrache le livre des mains. Il est surpris de voir qu'il est rempli de recettes de desserts et de plats salés. Elle le reprend rapidement, le serrant contre sa poitrine, affirmant qu'elle le lisait juste parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire, mais en réalité, elle apprenait comment réaliser ses fantasmes non partagés impliquant Hajime. Peu après, elle reprend son visage froid et autoritaire et part pour le tournoi avec un garde. En chemin, ils discutent des tours précédents et de la façon dont Hajime a assuré la victoire, suggérant que la même chose pourrait se reproduire cette année. Mais la directrice l'interrompt, affirmant que ce tournoi sert à démontrer la force des gardes et à rappeler aux détenus leur position, les gardant ainsi à leur place. Le garde la provoque à propos d'Hajime et elle entre dans une colère noire, le projetant dans le ciel avant de le poursuivre. Pendant ce temps, l'homme-singe et un autre concurrent vaincu se retrouvent à l'hôpital discutant de leur défaite tragique. L'autre détenu évoque un certain Kai, capable de concocter toutes sortes de médicaments et de remèdes. L'homme-singe se remémore son combat contre Hajime et s'interroge sur la façon dont Hajime a pu tenir et le vaincre si aisément. Soudain, l'homme-singe se souvient que Kai lui avait proposé un agent anesthésiant à utiliser contre Hajime et Nico. Mais cela n'a pas fonctionné car d'après Kai, Nico avait été trop obsédé par les drogues par le passé, ce qui l'avait rendu complètement immunisé. De retour au tournoi, le commentateur annonce la prochaine épreuve et s'interroge à voix haute sur la raison pour laquelle un concurrent saigne, ignorant tout de son altercation précédente avec la directrice. Celle-ci félicite les finalistes et annonce l'épreuve ultime, un concours d'ouverture de tonneaux de saké. L'objectif est d'ouvrir un tonneau de saké géant et c'est une épreuve par équipe de 2, composée d'un garde et d'un détenu. Shuga a été littéralement contraint de participer par ses affectueux compagnons de cellule, tandis qu'Hajime lui désigne Yamato pour concourir. Cependant, le garde adverse désapprouve et met Hajime au défi de participer à sa place. Hajime refuse, prétextant être trop épuisé de la nuit précédente. En entendant cela, la directrice rougit et se perd une fois de plus dans ses fantasmes les plus fous concernant Hajime, admirant son physique. Quand Hajime persiste à refuser de concourir, l'autre garde demande à la directrice de l'obliger à participer. Elle lui lance alors son tristement célèbre regard noir, mais intérieurement, elle piaille de pure excitation à l'idée de voir Hajime se produire. Incapable de soutenir son regard, Hajime accepte à contre-cœur de participer. Le garde aux cheveux blancs, furieux qu'Hajime ait été si facilement convaincu par la directrice, devient alors très méfiant, se demandant si Hajime n'essaie pas de la séduire. Il devient absolument furieux, ignorant totalement les vrais sentiments de la directrice. Pendant ce temps, Jugo est choqué lorsqu'il découvre que son adversaire n'est autre que son ancien compagnon de cellule, celui qui est obsédé par l'idée de s'emparer de ses chaînes coûte que coûte. Le concours débute et tout le monde se précipite pour prendre ses positions. Jugo est immédiatement stoppé par son adversaire aux cheveux orange qui lui assène un coup de poing. Jugo se relève, furieux, et lui fait face à nouveau. Tout le monde est perplexe quant à la raison pour laquelle ce type a les yeux couverts. Pendant ce temps, Hajime tente de s'en aller, mais son adversaire le ramène de force au combat. Las de cette situation, Hajime lui dit qu'il peut bien avoir le titre, car il n'est absolument pas intéressé. L'adversaire, lui, est convaincu que la directrice ne l'aimera que s'il parvient à vaincre Hajime dans ce tournoi. L'adversaire traîne alors Hajime au sol à l'aide d'une corde, mais Hajime retombe sur ses pieds et charge sur lui à toute vitesse. Il sort son arme, la pointant sur le type, déclarant haut et fort qu'il n'a absolument aucun intérêt à gagner. Pendant ce temps, Jugo peine à repousser son adversaire et le poursuit, cherchant des réponses. Hajime sort une autre arme, stupéfiant son opposant, qui est choqué de le voir ainsi armé. Ce que l'adversaire ne remarque pas, c'est une boîte étiquetée « Servez-vous », remplie d'objets très utiles pour le concours.
Le commentateur révèle la boîte et annonce que n'importe quel membre de l'une ou l'autre équipe peut utiliser son contenu pour combattre. Le gars aux cheveux blancs est furieux de ce nouvel ajout et Hajime en profite immédiatement, tirant des balles en caoutchouc sur lui. Tandis que le gars s'approche, la directrice rougit et l'acclame comme une adolescente amoureuse, complètement sous le charme d'Hajime. La bataille continue, les deux camps utilisant diverses armes, mais Hajime reste maître de la situation. Si tout le monde s'attend à ce qu'il gagne facilement, l'inquiétude est plus grande pour Jugo qui peine face à son adversaire. L'ennemi de Jugo le nargue, le traitant d'inutile, comparé à l'époque où il lui a crevé les yeux, puis il lève son masque pour montrer ses cicatrices. Pendant ce temps, Hyunjun il la regarde en arrière, espérant qu'elle le verra enfin comme un cochon parvient à vaincre de tous les côtés. Le gars ressemblant à un cochon déchaîne alors une technique spéciale invisible d'impressionner la directrice. Une coupure à Hajime. Le public est curieux de ce nouveau développement et l'homme singe, observant depuis les gradins, réalise que l'adversaire déplace son fouet à une vitesse incroyable, le rendant presque invisible et extrêmement difficile à esquiver. Pendant ce temps, Jugo est battu à plate couture, son crâne est presque écrasé. Son adversaire le pousse violemment contre le mur, menaçant de s'emparer de ses chaînes pour lui-même. Hajime analyse la situation de loin, se demandant comment il pourrait bien intervenir. Le gars aux cheveux blancs continue d'utiliser sa technique de fouet invisible, mais Hajime, en ayant assez, lit son langage corporel et contre-attaque, lui assénant des coups précis qui le mettent hors de combat. La foule acclame Hajime et la directrice est particulièrement excitée. Pendant ce temps, Jugo continue de lutter contre le gars aux cheveux orange qui exige que Jugo retire ses chaînes. Jugo répond que c'est quasiment impossible et qu'il a essayé d'innombrables fois. Le gars aux cheveux orange rit et fait remarquer que la seule personne capable de les retirer est l'homme aux cicatrices. À la mention de cela, Jugo se crispe. L'homme aux cicatrices sur le cou est celui qui a mis les chaînes à Jugo et depuis ce jour, il n'a jamais pu les retirer. Furieux, Jugo entre dans une rage aveugle, frappant sauvagement tout autour de lui. Le gars aux cheveux orange déchaîne son attaque pyro et tout le monde attend avec une vive anticipation. Jugo, battu au sol, rassemble toute sa volonté et se relève, se libérant des rochers qui le clouent, déchaînant alors une aura sauvage et incroyablement puissante. Le gars aux cheveux orange demande pourquoi Jugo est si déterminé à traquer l'homme aux cicatrices. Jugo qualifie cet homme de misérable pour avoir altéré son corps et l'avoir mis en chaîne, jurant de ne jamais lui pardonner et de le détruire dès qu'il en aura l'occasion. Pendant que le tournoi se déroule, Tsukomo est seul dans sa cellule quand Yamato arrive pour l'escorter au parloir. Avant de retourner au tournoi, Tsukomo est surpris d'avoir un visiteur, surtout un qui semble si excité de le voir. Cependant, en rencontrant son visiteur, Tsukomo tente de partir immédiatement, mais l'homme l'arrête, lui demandant comment vont les choses. Tsukomo s'assied, lui demandant comment il l'a trouvé. L'homme ricane, révélant qu'il n'a eu aucun mal car il est le manager de Tsukomo. Il avait découvert que Tsukomo avait été secrètement arrêté et transféré, mais pour couvrir l'affaire, il a fabriqué une histoire de disparition de Tsukomo et a trompé tout le monde. Tsukomo dit qu'il devrait être viré pour cela, mais le manager refuse, insistant sur le fait que Tsukomo ne devrait pas être en prison. Le manager s'enthousiasme alors, s'exclamant que puisque tout le monde pense que Tsukomo a disparu, une fois sorti, il attirera énormément l'attention et recevra de nombreuses offres d'emploi. Tsukomo cependant lui dit qu'il ne mentira pas au monde et qu'il en a fini d'être une star, suggérant au manager de trouver quelqu'un d'autre. Le manager se met en colère, disant qu'il a eu du mal à le retrouver et qu'il a besoin qu'il recommence à travailler très bientôt. Pendant ce temps, Jugo, qui vient de s'échapper du tournoi, rencontre un mignon chaton noir et le soulève, plaisantant que c'est le seul garde avec lequel il n'a pas pu s'amuser. Il entend la voix de Tsukomo et se faufile pour écouter Tsukomo parler à son manager. Tsukomo est furieux, accusant son manager et tous les autres d'être des kidnappeurs et de l'avoir trompé, affirmant que ce sont eux qui devraient être en prison à sa place. Il accuse le manager d'avoir aidé une réalisatrice qui lui a volé sa vie. Cette réalisatrice était en fait la mère de Tsukomo, qu'il méprise profondément. Tsukomo se remémore son passé. Sa mère voulait réaliser un film de ninja, mais le manager était sceptique car il existait déjà une pléthore de films de ninja. Cependant, elle a insisté pour le rendre différent en utilisant un véritable ninja comme personnage principal, pas seulement un acteur. Elle a emmené Tsukomo profondément dans la forêt à la recherche de vrais ninjas et a finalement trouvé des signes évidents de leur présence. Il s'est avéré que le jeune Tsukomo était celui qui s'entraînait en secret, se formant pour devenir un guerrier shinobi afin de pouvoir se protéger. Lorsque sa mère et le manager l'ont approché, ils ont exigé de savoir où se trouvaient les autres guerriers, mais Tsukomo a refusé de révéler quoi que ce soit. Le petit Tsukomo a commencé à pleurer, expliquant qu'il n'était pas encore un shinobi et qu'il avait été abandonné par les autres. Il s'entraînait dans les montagnes pour devenir plus fort et un jour rejoindre les autres guerriers. Sa mère a essayé de le consoler, il a repoussé ses mains et a reculé vivement. Au lieu d'être contrarié, elle lui a demandé combien de temps s'était écoulé depuis qu'il avait quitté son village. Il lui a dit que ses parents étaient repartis depuis si longtemps qu'il se souvenait à peine d'eux, croyant qu'il l'avait abandonné parce qu'il ne valait rien. Il a juré de devenir plus fort pour pouvoir retrouver ses parents un jour. À ce moment-là, sa mère l'a serré dans ses bras, pleurant en révélant qu'elle était en fait sa mère. Tsukomo l'a cru, surtout quand elle a promis de ne plus jamais l'abandonner et lui a donné une écharpe.
Mais tout était un mensonge, elle voulait seulement l'utiliser pour réaliser son désir égoïste de diriger un film de ninja. Voulant lui faire plaisir, Tsukomo s'est entraîné dur non pas pour devenir un shinobi, mais un acteur. Sa mère a continué cette mascarade, le préparant à être un acteur, et maintenant que Tsukomo connaît la vérité, il la déteste passionnément. Le manager demande quel était le problème, qu'elle ait menti ou non. Tsukomo a pu jouir de la gloire et du succès. Il devrait lui être reconnaissant de l'avoir élevé, argumente le manager, mais Tsukomo refuse, disant qu'il aurait dû devenir un shinobi à la place. Le manager rétorque que Tsukomo n'a jamais été bon en tant que shinobi, mais qu'il avait un talent naturel pour le jeu d'acteur, ce que la réalisatrice a reconnu très tôt. Elle l'a pris sous son aile pour en faire une star. Le manager continue, disant à Tsukomo d'être reconnaissant pour la vie qu'il a eue, l'argent, la gloire, le luxe, mais Tsukomo rejette tout cela, disant qu'il est parfaitement bien en prison. Furieux, il sort en trombe et trouve Jugo assis dehors avec un chaton. Jugo s'excuse d'avoir écouté aux portes et le taquine sur son visage maintenant qu'il a retiré son masque de ninja. Jugo interroge ensuite Tsukomo sur sa vraie nature. Tsukomo admet que s'il aimait jouer, faire semblant d'être quelqu'un d'autre l'a rendu populaire et apprécié, mais pas pour qui il était vraiment. Il continue de caresser le chaton, expliquant que le vrai lui n'était rien de plus qu'un outil pour satisfaire les fantasmes du public et qu'il ne pouvait pas être à la hauteur de cette image. Une fois qu'il a réalisé cela, il s'est enfui et a lutté depuis. Ses compétences de ninja se sont avérées inutiles, ce que les autres détenus ont vite découvert, mais il n'était pas un mauvais acteur, alors il a réussi à maintenir la mascarade pendant un certain temps. Alors Tsukomo révèle ensuite à Jugo la vraie raison de son arrestation. Après s'être enfui, il est retourné au village pour reprendre son entraînement de shinobi et retrouver les autres, mais il s'est aventuré sur une propriété privée et a été arrêté pour intrusion. Il pensait que jouer le rôle d'un évadé serait amusant, mais cela l'a conduit à la prison de Nanbaka. Jugo trouve cette histoire à la fois hilarante et stupide. Jugo demande à Tsukomo s'il compte partir bientôt, mais Tsukomo dit non, qu'il est à l'aise ici et qu'il peut être lui-même. Jugo lui offre des conseils, lui disant qu'il n'a pas besoin de faire de spectacle pour qui que ce soit en prison et qu'il peut être son vrai lui ici. Au tournoi, Jugo entre dans une rage folle après avoir entendu parler de l'homme aux cicatrices qui l'a mis en chaîne. Sa fureur déclenche une transformation, ses chaînes fusionnent avec son corps alors qu'il attaque le gars aux cheveux orange, détruisant la moitié de l'arène au passage. Pourtant, le gars aux cheveux orange est introuvable. La directrice ordonne le contrôle des dégâts alors que le chaos éclate, tout le monde courant en panique. Les gens sont stupéfaits par la transformation soudaine de Jugo et la destruction massive qu'il a causée. Jugo, encore plus en colère maintenant, lance une autre attaque sur l'homme aux cheveux orange qui parvient d'une manière ou d'une autre à tenir bon et à se défendre. La directrice se demande si la transformation de Jugo est liée aux chaînes, spéculant qu'elle pourrait le rendre inhumain. Ne sachant pas comment gérer la situation, elle ordonne aux gardes de capturer les deux détenus. Hajime et les autres interviennent pour suivre ses ordres, mais le gars aux cheveux orange leur lance une boule de feu et continue de combattre Jugo. Jugo exige que le gars aux cheveux orange révèle des informations sur l'homme aux cicatrices, menaçant de lui crever les yeux comme il l'a fait auparavant. Mais le gars aux cheveux orange rejette Jugo, disant qu'il n'est plus négligent et il continue de se battre. Il piège Jugo dans un cercle de feu, menaçant de le brûler vif pour enfin le débarrasser de ses chaînes. Le superviseur ordonne à tout le monde d'évacuer l'arène alors que le combat devient plus dangereux. Cependant, Uno et les autres détenus de la cellule 13 refusent de partir, se cachant à proximité par inquiétude pour Jugo. Yamato leur dit que Jugo est dans de sérieux ennuis pour avoir attaqué à la fois les gardes et les autres détenus. Ils regardent, inquiets, se demandant comment ils peuvent aider. Alors que la bataille fait rage, un autre garde intervient exigeant que les deux détenus se rendent, mais le gars aux cheveux orange le traite d'idiot et lui dit de se taire. Il lance une énorme boule de feu sur le garde, mais les autres gardes unissent leurs forces pour dévier l'attaque. Les gardes se battent entre eux mais parviennent à avancer pour tenter de capturer les détenus. Ils font équipe, encerclant le gars aux cheveux orange. Alors qu'il lance une autre attaque de feu, les gardes dévient à nouveau, notant qu'il a besoin de temps pour recharger entre les explosions de feu. Quand il attaque à nouveau, l'homme singe le piège et les gardes combinent leurs armes pour finalement le maîtriser. Maintenant, Jugo est le seul à rester debout. Hajime le poursuit, tirant des coups de feu, mais les balles ne blessent pas Jugo. Les deux semblent être de force égale alors qu'ils se battent. Incapable de voir son ami en danger, Uno saute de sa cachette et court vers la bataille. Les autres le rejoignent, essayant de maîtriser Jugo. Rock s'empare de Jugo, tandis que les autres tentent de le calmer. Jugo cependant se libère et les jette de côté, exigeant toujours de savoir où se trouve le garde cicatrisé. Ses amis, confus, se demandent de qui Jugo parle, mais ils continuent d'essayer de le maîtriser. Une fois de plus, Jugo les repousse et Uno le supplie de reprendre ses esprits et de se souvenir de qui il est alors qu'il s'approche de lui. Juste à ce moment-là, Hajime intervient, sauvant Uno et lui disant de reculer. Il frappe Jugo à l'estomac, le faisant s'effondrer, saignant. Hajime ne s'arrête pas, délivrant coup après coup, tandis qu'Uno reste là, impuissant. La directrice crie soudain à Hajime d'arrêter et il lâche immédiatement Jugo.
Elle ordonne aux gardes d'appeler les médecins et annonce que le tournoi du Nouvel An est officiellement terminé. Quelques jours plus tard, Hajime se fait réprimander pour avoir exagéré et battu Jugo trop durement, alors que l'ordre était seulement de le capturer. Hajime balaye cela d'un revers de main, disant que tout le monde exagère, mais il l'accuse d'avoir mis Jugo dans un état critique et d'avoir ruiné le tournoi. Après d'autres réprimandes, Hajime hausse les épaules et retourne au bâtiment 13. Ce qui s'est passé à la conclusion du tournoi, c'est que lorsque la directrice a annoncé la fin, Yamato et Hajime ont simplement brisé le pieu, se déclarant vainqueurs, choquant tout le monde. Quand Hajime retourne à la cellule 13, Uno lui jette des choses avec colère, exigeant de savoir à quoi il pensait quand il a battu Jugo si violemment. Tout le monde est furieux contre Hajime, surtout Uno. Ils ont un concours de regards tendus et Uno accuse Hajime d'être prêt à tuer pour son travail. Hajime admet que c'est vrai mais reconnaît aussi qu'il est allé trop loin cette fois. En entendant cela, Uno se calme un peu et dit à Hajime que si Jugo est terrible dans la plupart des choses comme la calligraphie, les maths et le sport, il est exceptionnellement bon pour s'échapper des prisons. C'est la seule chose où il excelle. Il partage de bons souvenirs de Jugo et insiste sur le fait qu'il n'est pas un monstre, qu'il se soucie vraiment d'eux. Il demande à Hajime où est Jugo, mais il part sans répondre. Dehors, Hajime s'assied pour un peu de paix quand l'un des gardes commentateurs s'approche et lui remet un message privé de la directrice. Le garde le lit à voix haute. Hajime du bâtiment 13 est suspendu pour 3 jours. Le garde se moque de lui tandis qu'Hajime baisse la tête de honte. Pendant ce temps, la directrice pleure dans son bureau, ne voulant pas suspendre Hajime, mais le faisant par devoir. Après 3 jours, Hajime retourne au travail et demande à son assistant s'il y a eu des problèmes avec les détenus de la cellule 13. L'assistant lui dit que, étonnamment, les détenus se sont très bien comportés en son absence, ils n'ont même pas essayé de s'échapper une seule fois. La barre était placée assez bas pour eux. Alors qu'Hajime marche, le garde aux cheveux blancs l'approche et l'informe que Jugo s'est réveillé. Hajime répond qu'il était justement en route pour le voir. Ils échangent des regards noirs, s'accusant mutuellement d'avoir laissé leurs détenus faire des ravages. Hajime souligne que le gars aux cheveux orange a causé bien plus de destruction avec ses attaques de feu que Jugo. Les autres gardes informent Hajime que le détenu aux cheveux orange est maintenant enchaîné dans un autre bâtiment, refusant de parler à moins de pouvoir parler à Jugo. Hajime ricane, déclarant que le gars aux cheveux orange a clairement d'autres choses en tête qu'une conversation amicale, mais les gardes expliquent que permettre à ces deux-là de parler pourrait les aider à découvrir les origines de leur pouvoir. Un garde lance son téléphone portable à Hajime, suggérant que au moins il laisse les deux détenus parler au téléphone. Hajime se moque du garde pour prendre des ordres des prisonniers, mais le garde insiste sur le fait qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent recueillir plus d'informations, les deux détenus étant trop violents pour être ignorés. Plus tard, le garde aux cheveux blancs rend visite à son détenu enfermé, lui demandant s'il est à l'aise dans sa cellule. Le détenu répond que s'il faisait plus sombre, il se plaindrait. Le garde, perplexe, demande comment il saurait cela puisqu'il ne peut pas voir. Le détenu dit simplement que c'est une supposition, puis demande à parler à Jugo. Pendant ce temps, Jugo est détenu dans une situation similaire et Hajime va le voir. Hajime pose le téléphone par terre devant Jugo et coupe les images de vidéosurveillance, demandant si Jugo veut être libéré de ses chaînes. Cela attire l'attention de Jugo car il était resté silencieux jusqu'alors. Jugo répond que ce n'est pas nécessaire. Hajime allume alors le téléphone, informant Jugo que le détenu aux cheveux orange est à l'autre bout du fil. Le gars aux cheveux orange commence à parler de l'homme aux cicatrices, révélant qu'il cherche lui aussi le même homme. Il voulait évaluer ce que Jugo savait de l'homme cicatrisé avant de faire son prochain mouvement. Il a demandé à Jugo s'il avait une idée de l'endroit où se trouvait l'homme ou de ce qu'il faisait. Jugo serre les dents et admet qu'il ne sait pas, révélant qu'il espérait obtenir cette information du gars aux cheveux orange. Jugo explique que l'homme aux cicatrices est celui qui l'a mis en chaîne, mais au-delà de cela, il ne sait rien de lui. Le gars aux cheveux orange demande si le seul but de Jugo est de faire retirer ses chaînes. Jugo confirme, mais l'autre détenu ne le croit pas et commence à rire bruyamment. Jugo, maintenant frustré, demande pourquoi le gars aux cheveux orange est si obsédé par ses chaînes. Le détenu aux cheveux orange explique que les chaînes elles-mêmes n'ont pas beaucoup d'importance pour lui, elles ne sont qu'un moyen d'atteindre une fin, elles l'aideraient à se rapprocher de l'homme cicatrisé afin qu'il puisse enfin le tuer. Choqué, Jugo demande pourquoi il irait à de tels extrêmes. Le détenu aux cheveux orange continue d'expliquer que comme Jugo, il a été fait pour souffrir par l'homme cicatrisé, mais pendant beaucoup plus longtemps. Cet homme les a tous deux transformés en monstres, mais le détenu aux cheveux orange l'a enduré bien plus longtemps. Il continue de décrire comment il avait beaucoup souffert, luttant constamment pour comprendre son pouvoir. Un jour, l'homme à la cicatrice est apparu, se présentant comme un scientifique. Le scientifique a promis de faire disparaître la souffrance du détenu aux cheveux orange, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Au lieu de ça, le scientifique a exploité son physique et ses pouvoirs uniques pour ses propres expériences. Jugo, perplexe, lui demande comment c'est possible, vu que ses pouvoirs de feu semblent dépasser la science.
Le détenu aux cheveux roux rétorque, disant à Jugo de se souvenir que ses propres menottes sont aussi au-delà de la science. Il continue d'expliquer que bien qu'il ait été considéré comme un monstre pour ses étranges capacités, le scientifique l'a transformé en une véritable bête. L'homme l'a modifié pour qu'il contrôle sa capacité de feu, au lieu de le guérir et d'en faire un être humain normal. Dans un accès de rage et de frustration, le détenu aux cheveux roux a tenté de tuer le scientifique avec ses flammes, mais l'homme a traversé le feu avec une facilité déconcertante et l'a gravement blessé en retour. Jugo demande alors si l'homme balafré, le scientifique fou, avait aussi des menottes comme les siennes. Le détenu aux cheveux roux le confirme, expliquant que les menottes du scientifique se sont transformées en lames, exactement comme celles de Jugo. Furieux, Jugo comprend enfin pourquoi le roux veut ses menottes. C'est pour pouvoir égaler le pouvoir du scientifique et le tuer. Le détenu aux cheveux roux le confirme, demandant à Jugo une fois de plus de lui donner les menottes. Mais Jugo refuse, lui disant que c'est une très mauvaise idée. Le détenu, lui, s'en fiche tant que ça lui donne une chance de se venger. Il révèle alors qu'il ne peut plus utiliser son feu, car les médecins d'ici lui ont implanté quelque chose comme une puce informatique qui supprime son pouvoir. C'est pourquoi il ne peut pas utiliser son feu pour s'échapper de la prison de Namba. Et pour l'instant, il est coincé là-bas. Une fois l'appel terminé, Jugo traite le roux d'idiot, mais Hajime l'interrompt en disant que Jugo est encore pire. Il dit à Jugo qu'il est vide à l'intérieur, qu'il n'a pas de véritable but dans la vie. Son passe-temps d'évasion des prisons est dénué de sens. Hajime poursuit, soulignant que si Jugo avait un réel désir ou motif, il aurait compris pourquoi le roux lui a raconté son histoire, même si cela semble inutile maintenant. Quand Jugo est arrivé à Namba pour la première fois, il avait un but, pour la première fois, s'échapper. Mais il ne s'y est jamais pleinement engagé, ni n'a réussi à rester libre, car il avait peur de ce qui arriverait s'il s'échappait vraiment. C'est pourquoi il a continué à prolonger ses tentatives d'évasion. Jugo essaie de discuter, mais Hajime lui dit qu'au fond de lui, il est terrifié. Il sait qu'il se rapproche de sa cible, le scientifique, et s'il voulait vraiment le trouver, il aurait déjà découvert quelque chose à présent. Jugo acquiesce, maudissant ses menottes, et commence à réfléchir à son enfance. À l'époque, il n'appréciait ni ne désirait rien dans la vie, il se contentait d'exister. Il réalise qu'il ne se souciait pas non plus du tournoi et n'y a participé que parce que les autres l'ont fait. Il n'avait jamais eu de véritables intérêts ou de passe-temps, mais quand ses menottes lui ont été posées, pour la toute première fois, il a eu un motif, trouver le scientifique. Cependant, c'était avant qu'il ne comprenne ce que les menottes étaient vraiment et le pouvoir qu'elles détenaient. Il pense ensuite à ses amis et à leur sens du but. Ils appréciaient même les choses les plus simples et donnaient un sens à leur vie. Jugo admet se sentir jaloux d'eux, mais malgré cela, il s'est amusé en leur compagnie. C'est pourquoi il n'a jamais vraiment mis beaucoup d'efforts à s'échapper. Maintenant, cependant, il craint que ses amis ne le rejettent après avoir vu le monstre qu'il est devenu. Il ressent du remords pour les avoir blessés et envisage même de se couper les membres. Hajime le traite d'idiot et lui dit que se cacher de la situation ne résoudra rien du tout. Il demande à Jugo pourquoi il est vraiment venu à Namba en premier lieu. Au début, Jugo dit qu'il est venu à la recherche des scientifiques, mais il réalise ensuite qu'il s'est menti à lui-même. Frustré, il s'écrie, demandant à Hajime ce qu'elle ferait. Hajime lui dit que puisqu'ils ont gagné le tournoi, Jugo peut demander tout ce qu'il veut comme prix, mais il doit décider rapidement. Soudain, Jugo se souvient de ce que ses amis voulaient, de leurs souhaits et des choses qu'ils appréciaient. Il comprend enfin qu'ils n'étaient pas vraiment heureux avant, ils se nourrissaient juste de leur bonheur. Il dit alors à Hajime ce qu'il veut, une chance. Hajime accepte, disant que Jugo sera pardonné pour ses actions pendant le tournoi et pourra retourner à la cellule 13. Pendant les 3 jours de suspension d'Hajime, la cellule 13 fut stupéfaite d'apprendre qu'il n'était plus leur superviseur. À la place, le garde aux cheveux blancs, Kenshiro, avait pris la relève. Même les autres gardes furent tout aussi surpris par ce changement car le directeur tenait absolument à maintenir la paix dans le bâtiment 13 avec la contribution de tous les gardes. Kenshiro était le plus contrarié par la situation, mais il ne pouvait pas désobéir aux ordres du directeur. À contre-cœur, il commença son nouveau rôle et effectuait déjà la 25e vérification de la cellule 13. Il informa les détenus des progrès de Jugo, expliquant qu'il était traité dans un établissement spécial et ne pouvait recevoir aucune visite pour le moment. Les détenus furent surpris de trouver les garçons de l'Appri de l'infirmerie, les mêmes qu'ils avaient vaincus lors du tournoi. Cependant, ils furent perplexes de voir les garçons de l'Appri agir comme s'ils étaient gravement blessés, malgré leurs blessures mineures. Curieux, les détenus interrogèrent le docteur sur l'état des garçons de l'Appri. Le docteur leur dit d'attendre leur tour et mentionna que Nico pourrait ressentir des effets persistants du tournoi. Il expliqua que la capacité de Nico à imiter les autres aurait pu provoquer une sorte d'infection. À ce moment-là, une infirmière robot nommée Kavia entra et Uno et Rock tombèrent immédiatement sous son charme. Ils commencèrent à la harceler pour des rendez-vous, tandis que Nico, fidèle à son habitude pervertie, demanda s'il pouvait dormir sur ses genoux. Le trio ne montra aucun respect pour la pauvre infirmière robot, la dérangeant constamment. Le 2e jour de la suspension de Hajime, les choses empirèrent encore. Un garde aux cheveux roux, plutôt effrayant, fut désigné comme superviseur. L'ambiance s'assombrit à la mention du nom de Jugo et les détenus parlèrent de la façon dont son absence les avait affectés. Dans une tentative de remonter leur morale, ils décidèrent de créer un faux Jugo en dessinant sa tête sur un journal.
Exaspéré par leur pitrerie, le nouveau superviseur décida de leur donner une leçon sur l'agencement de Nanbaka. Il projeta une carte du Japon et leur montra des photos des installations de la prison. Il y avait même un cinéma, mais c'était strictement réservé aux gardes, anéantissant les espoirs de Nico. Le superviseur expliqua que les détenus étaient regroupés selon leurs crimes, leurs traits et leurs capacités, puis assignés aux gardes qui les géraient le mieux. Pendant ce temps, Uno décida de faire une sieste avec le faux Jugo, ce qui exaspéra le nouveau superviseur qui lui donna un coup de pied aux fesses. Le superviseur distribua ensuite des points, Rock et Nico en reçurent 9 et 10, mais Uno n'en eut que 2. Furieux, Uno s'engagea dans une dispute mesquine avec le superviseur. Juste à ce moment-là, l'assistant arriva pour vérifier, curieux du bruit, mais les détenus furent également impolis avec lui. Pendant ce temps, malgré sa suspension, Hajime travaillait toujours sur des documents au grand désarroi de sa sœur. Elle s'inquiétait qu'il se surmène, même en étant suspendu. Le troisième et dernier jour de la suspension d'Hajime, un nouveau superviseur, un garde ressemblant à un singe, fut mis en charge. Il interrogea l'assistant sur le comportement des détenus et fut satisfait de la réponse. Cependant, lorsqu'il vérifia la cellule 13, il trouva les détenus endormis. Furieux, il leur cria dessus pour leur paresse. Terrifiés à l'idée d'être entraînés dans l'une des intenses séances d'entraînement de Yamato, les détenus sautèrent rapidement du lit et firent semblant. Mais Yamato les trouva rapidement et tenta de les persuader de se joindre à sa séance d'entraînement. Les détenus redoutaient cela, craignant pour leur vie. Tsukumo cependant se joignit avec enthousiasme et parla de l'importance de l'entraînement pour un ninja. Au grand plaisir de Yamato, les détenus, désespérés d'éviter l'entraînement, commencèrent à trouver des excuses, prétendant même que Jugo avait contracté une longue maladie imprononçable. Ils se rassemblèrent autour du faux Jugo, offrant leurs fausses condoléances comme s'il était déjà mort. Le superviseur, ressemblant à un singe, devint méfiant de leur comportement. Quand Rock tenta de trouver une autre excuse, le superviseur ordonna à Yamato de l'emmener de force. Le superviseur réfléchit à la performance de Jugo pendant le tournoi et décida qu'il était temps pour tout le monde de partir, mais Uno se cacha derrière Nico par défi. Le superviseur hésita, ne voulant pas contrarier Nico et déclencher une autre crise comme celle du tournoi, ce qui le forcerait à écrire des excuses aux officiels. Rock, sentant la tension, révéla que Nico avait pris ses médicaments ce jour-là, assurant au superviseur qu'il se comporterait normalement. Cependant, Rock voulait toujours qu'Uno et Nico le rejoignent dans son sort, tandis que Yamato l'entraînait de force. Yamato poussa ensuite les détenus restants à travers une intense séance d'entraînement jusqu'à ce qu'ils soient presque épuisés. C'est ainsi que les 3 jours de suspension d'Hajime s'écoulèrent et nous revînmes au présent. Jugo fut enfin libéré de son confinement et apprécia le ciel bleu clair après si longtemps. Hajime le ramena au bâtiment 13 et en chemin, Jugo demanda pourquoi le détenu aux cheveux roux lui avait raconté toutes ces choses. Hajime admit qu'il ne savait pas, mais il avait une assez bonne idée. Le roux voulait que Jugo s'en prenne aux scientifiques. Puisque ses pouvoirs de feu lui avaient été retirés, il ne pouvait plus se venger et voulait que Jugo soit celui qui le fasse. Hajime ajouta ensuite que le scientifique avait probablement mis les menottes à Jugo pour les perfectionner à son propre usage, traitant Jugo comme un simple cobaye. Quand Jugo retourna enfin à sa cellule, tout le monde fut ravi de le voir, sauf Uno, qui était contrarié que Jugo les ait laissés. Cependant, il s'adoucit à nouveau peu de temps après. Les détenus mirent rapidement Jugo au courant de tout ce qui s'était passé au cours des 3 derniers jours, et Jugo ressentit une vague de remords. Il s'excusa auprès d'eux d'avoir perdu le contrôle et d'avoir gardé tant de choses cachées pendant le tournoi. Il exprima à quel point il était profondément désolé pour toute la douleur qu'il leur avait causée. Au cours de la nuit, Rock se réveille d'un cauchemar troublant concernant son passé. Mais malgré les effets persistants, il rassure Jugo qu'il va parfaitement bien. Il explique qu'il est particulièrement excité car aujourd'hui est le jour où il va enfin recevoir son prix, un four en pierre tant convoité, en récompense d'avoir gagné le récent tournoi. Pendant ce temps, dans une autre partie de la prison, le gars flottant et Liang sont occupés dans leur cellule, s'entraînant et discutant des derniers développements. Leur conversation est interrompue lorsque leur superviseur, Inori, apparaît et les escorte hors de leur bâtiment, le bâtiment 5, pour les emmener au bâtiment 13. Inori explique que Rock avait demandé à les voir. Lorsqu'ils arrivent au nouveau bâtiment, Rock les accueille et leur offre leur première tranche de pizza fraîchement cuite de son four en pierre nouvellement acquis. Ils partagent avec enthousiasme la pizza avec tout le monde. Tandis que les autres se servent, Liang hésite d'abord, mais avec de doux encouragements des détenus de la cellule 13, ainsi que d'Inori, il finit par céder et prend une tranche. À sa grande surprise, Liang trouve la pizza incroyablement délicieuse et l'apprécie bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Rock en profite pour expliquer les avantages d'utiliser un four en pierre pour la cuisson, et les autres, y compris Yamato et Jugo, expriment leur appréciation pour cette nourriture fantastique. La pizza faite dans le four en pierre semble apporter un sentiment de chaleur et de satisfaction à tous ceux qui la goûtent. Ne s'arrêtant pas là, Rock offre également à Liang de la nourriture chinoise traditionnelle, déclenchant une vague soudaine de nostalgie chez Liang. Les saveurs lui rappellent sa maison, et il commence à réaliser qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps d'apprécier ses repas, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, avant ce moment. Ému par la gentillesse qui lui a été montrée, Liang admet enfin à quel point tout cela compte pour lui, et il en profite même pour s'excuser auprès de Rock d'avoir été si distant et froid par le passé.
Rock accepte les excuses avec grâce et souligne l'importance d'apprécier la nourriture que nous avons, une leçon qui résonne avec toutes les personnes présentes. Liang remercie Rock une fois de plus avant de retourner à son bâtiment, se sentant désormais plus connecté à ses codétenus. Après le départ de Liang, Jugo réfléchit à la façon dont Rock semble avoir changé récemment. Il note que le changement de Rock est subtil, mais définitivement pour le mieux. Cette réflexion amène Rock à repenser à son propre passé violent, en particulier aux abus qu'il a subis aux mains de gardes cruels dans une ancienne prison. Il se souvient comment Jugo l'avait un jour fait sortir de cet endroit terrible et lui avait offert un repas par la suite. C'était un repas que Rock avait mangé à sa faim, quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, et cela lui avait apporté un immense bonheur. Jugo, de son côté, ne se souvient pas avoir fait quoi que ce soit de particulièrement significatif pour Rock, mais Rock balaye simplement cela d'un sourire, assurant à Jugo qu'il a fait bien plus pour lui qu'il ne le réalise. Rock ajoute ensuite qu'un jour, ils trouveront aussi le plat préféré de Jugo, laissant entrevoir un avenir prometteur. Pendant ce temps, ailleurs dans la prison, Nico subit un examen médical comme il le fait chaque semaine. Il est allongé là, se sentant seul, triste et isolé, et son expression misérable suffit à inquiéter même l'infirmière robot qui s'occupe de lui. Sentant la morosité de Nico, Uno propose de lui apporter des restes, et lui, avec Jugo et Rock, se dirige vers l'infirmerie pour rendre visite à Nico. À leur arrivée, ils sont accompagnés par le scientifique de la prison, Okina, et le docteur qui les avertissent de ne pas trop exciter Nico. L'humeur de Nico continue de s'aigrir, ce qu'Uno et Rock attribuent en plaisantant à sa femme Kazari. Leur soupçon s'avère de correct lorsque Kazari défonce de manière spectaculaire le mur de l'hôpital, entrant dans la pièce et commençant immédiatement une dispute mesquine avec Nico devant l'enfant infirmière robot. Malgré leur chamaillerie, l'infirmière robot parvient à faire culpabiliser le couple pour qu'il se calme. Kazari informe ensuite Nico que sa console de jeu est prête, piquant son intérêt. Cependant, au lieu d'une simple console de jeu, Kazari révèle qu'une salle d'arcade entière a été aménagée pour lui, au grand plaisir et à l'excitation de Nico. Il la remercie profusément, mais elle minimise la chose comme si ce n'était rien d'important. Kazari demande ensuite à l'assistant pourquoi tous les autres détenus sont présents, notant que la salle d'arcade était censée être le prix de Nico. L'assistant explique que les autres étaient trop excités et voulaient tout voir le prix par eux-mêmes, incapables de résister à l'envie de se joindre. Nico, débordant d'excitation, commence à jouer aux différents jeux d'arcade de la pièce. À un moment donné, il demande à Hajime et à l'assistant de convoquer le gars flottant, désireux de partager l'expérience avec lui aussi. Plus tard, le gars flottant arrive, clairement agacé par la convocation, mais son humeur s'éclaircit rapidement. Pendant ce temps, Hajime et le gars singe se lancent dans une compétition mesquine, chacun se vantant de ses propres détenus et se disputant pour savoir quels détenus sont les meilleurs. Pendant tout ce temps, les détenus des cellules 13 et 8 continuent de s'amuser à jouer aux différents jeux de l'arcade. Ailleurs dans l'arcade, le garde commentateur essaie de convaincre Jugo de se joindre à la fête. Nico finit par entraîner Jugo vers une machine à pince où Uno lui montre comment jouer en gagnant avec succès une poupée Jugo et en la lui donnant. Jugo, quelque peu déconcerté, accepte le cadeau. Le gars flottant est également persuadé de jouer et bien qu'il perde au début et devienne frustré, son humeur change lorsqu'il finit par gagner une poupée de lui-même, ce qui le rend plutôt satisfait. Vers la fin de la journée, Kazari donne à Nico la console de jeu réelle qui lui avait été promise, mais Nico la refuse étonnamment. Il explique qu'il préfère de loin avoir la grande salle d'arcade pour pouvoir s'amuser à jouer avec ses amis. Pendant qu'il parle, Nico raconte comment l'introduction de Jugo à la culture japonaise, notamment les mangas et les jeux vidéo, a complètement changé sa vision de la vie. Cette révélation laisse Jugo surpris car il ne se souvient pas vraiment avoir fait quoi que ce soit de spécial, mais Nico l'assure que cela a fait une énorme différence. Jugo, à son tour, exprime son intérêt à en apprendre davantage sur les jeux vidéo, demandant à Nico de lui apprendre à jouer. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'arcade, Uno aperçoit le roux se dirigeant quelque part avec Kenshiro. Il l'arrête rapidement, mais Jugo intervient, insistant sur le fait que le roux n'est plus une menace puisqu'il a perdu ses pouvoirs de feu. Malgré les assurances de Jugo, Uno reste prudent et insiste pour que le roux s'excuse tout de même pour ses actions passées. Lorsque le roux s'excuse, Uno le pardonne immédiatement et l'invite à rejoindre tout le monde dans la salle d'arcade. Kenshiro accepte de laisser le roux visiter l'arcade à condition qu'il révèle plus de détails sur son passé, laissant la porte ouverte à d'autres révélations par la suite. Le roux accepte de raconter son passé à Kenshiro en échange de la permission de passer du temps avec les autres dans la salle d'arcade. Il commence son histoire en expliquant que, dès sa naissance, il était différent des autres personnes. Il avait une température corporelle anormalement élevée, bien plus que la moyenne. Au début, ses parents lui ont dit que c'était quelque chose de spécial, que sa chaleur venait du soleil et était un don. Ils l'ont assuré qu'il était unique et que cette capacité le rendait spécial. Cependant, en vieillissant, la chaleur en lui devint accablante. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait contrôler et finalement, il avait l'impression que son propre corps brûlait de l'intérieur. Même s'il subit d'innombrables tests médicaux, tous revenus normaux, son état ne fit qu'empirer.
Le manque de réponse des médecins le laissa anxieux et, avec le temps, il commença à souffrir de cauchemars chroniques. Sa vie devint de plus en plus difficile à gérer. Un jour, son corps fut consumé par des flammes qui le recouvrirent entièrement, lui causant de graves brûlures. Les médecins qualifièrent de son état de combustion humaine spontanée, mais personne ne pouvait expliquer pourquoi cela se produisait ni comment l'arrêter. Pourtant, ses parents ne l'ont jamais abandonné. Leur présence réconfortante était la seule chose qui le maintenait ancré pendant ces périodes sombres. En vieillissant, il réussit à aller à l'université, mais les choses ne s'y améliorèrent pas. Il fut bientôt ostracisé par un certain étudiant qui commença à répandre des rumeurs malveillantes à son sujet. Les rumeurs affirmaient qu'il était un incendiaire, ce qui fit que les autres étudiants le craignirent. Il fut évité et beaucoup en vinrent à le mépriser à cause de ses mensonges. Se sentant abattu et seul, il abandonna l'université et retourna chez ses parents espérant trouver un peu de réconfort, mais quand il arriva, son monde s'effondra encore plus, il trouva sa maison engloutie par les flammes. À son horreur, le même homme qui avait répandu les rumeurs à son sujet à l'université était là, l'accusant d'avoir mis le feu qui détruisait la maison de sa famille. La police arriva peu après et malgré son innocence, ils crurent les mensonges de l'homme et procédèrent à son arrestation. Paniqué, le roux résista à l'arrestation et une fois de plus, son corps s'enflamma. Alors qu'il s'embrasait devant les spectateurs, ils reculèrent de peur, le traitant de monstre. À ce moment-là, il perdit tout espoir et la volonté de riposter, se laissant emmener en garde à vue sans plus de résistance. Au début, être en prison fut un soulagement, comme si c'était un sanctuaire loin du monde extérieur. Il n'était plus une menace pour personne, du moins le pensait-il. Un jour, cependant, il fut approché par un homme mystérieux avec une cicatrice. Cet homme promit de régler son problème et de le débarrasser de ses flammes incontrôlables. Désespéré d'une solution, le roux accepta l'offre de l'homme. Mais au lieu de le réparer, l'homme balafré ne fit qu'aggraver les choses. Il a amélioré la capacité du roux à contrôler le feu, lui permettant d'invoquer et de manipuler les flammes à volonté sans subir de dommages physiques. Cela l'a rendu furieux car il voulait seulement que les flammes disparaissent, pas en avoir plus de contrôle. Il ne voulait qu'une vie normale, loin des flammes. Lorsque le jeune homme aux cheveux roux a exprimé sa colère, ses plaintes ont été accueillies par les moqueries d'Elf, une autre figure impliquée dans ce complot. Elf a alors révélé qu'il s'était fait passer pour un étudiant à l'université et que c'était bien lui qui avait piégé le jeune homme aux cheveux roux. Tout cela faisait partie d'un sinistre complot visant à l'utiliser pour leurs expériences tordues. Enragé, le jeune homme aux cheveux roux s'est déchaîné, attaquant Elf et tentant de tuer l'homme cicatrisé avec ses flammes. Cependant, l'homme cicatrisé s'est avéré bien plus puissant qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il a tranché les flammes sans le moindre effort avec ses lames, et dans la bataille qui a suivi, il a arraché l'un des yeux du jeune homme aux cheveux roux, le laissant ainsi marqué à vie. Alors que le jeune homme aux cheveux roux termine de raconter son histoire, il doute fort que Kenshi puisse le croire. Après tout, il ne dispose d'aucune preuve concrète pour étayer ses dires. Malgré ses doutes, il exprime un profond soulagement de ne plus avoir le pouvoir de contrôler le feu, car cette partie sombre de sa vie est désormais bien derrière lui. À sa grande surprise, Kenshi croit entièrement son histoire. Kenshi explique qu'avant de devenir gardien de prison, il avait exercé en tant qu'officier de police, enquêtant sur des affaires impliquant des détenus utilisés pour des expérimentations humaines. Il avait démissionné de la force lorsque personne ne croyait ses affirmations, et il est devenu gardien de prison pour poursuivre sa quête de justice depuis l'intérieur même de l'établissement. Kenshi promet au jeune homme aux cheveux roux qu'il l'aidera à démasquer les personnes qui l'ont maltraité et à s'assurer qu'elles soient toutes traduites en justice. Les deux hommes se serrent la main, formant ainsi un lien inattendu autour de leur désir partagé de voir la vérité enfin révélée. Pendant ce temps, ailleurs dans l'enceinte de la prison, Wuno et le beau garçon sont en pleine dispute animée. Wuno avait invité les détenus du bâtiment 3 à venir visiter sa salle d'arcade nouvellement planifiée, mais le beau garçon n'est absolument pas content de cette initiative. Malgré toutes ces chamailleries, l'ami d'Uno l'entraîne de force dans la pièce vide. Une fois sur place, Uno explique qu'il souhaite que la construction de cette salle d'arcade soit un effort collaboratif entre tous les détenus plutôt que quelque chose qu'il ferait seul dans son coin. Hajime Yamato et l'assistant arrivent, apportant avec eux un ensemble de meubles qui avaient été achetés avec l'argent qu'Uno avait durement gagné. Peu après, l'homme singe entre dans la pièce en compagnie des détenus de la cellule 8, portant une vieille table de mahjong. Alors qu'ils sont en train de s'installer, le gardien commentateur arrive en grande pompe, bousculant plusieurs personnes avec son impressionnante collection de jeux, qui comprend des cibles de fléchettes, des tables de billard, et bien plus encore. Les détenus sont absolument ravis, tandis que Hajime, comme à son habitude, est laissé agacer par tout ce chaos. Les beaux garçons impressionnent les autres en montrant leurs talents exceptionnels aux fléchettes et au billard. Peu après, Kenshi arrive, amenant le jeune homme aux cheveux roux avec lui afin qu'il puisse se joindre à la fête. Plus tard, Hajime ordonne à tout le monde de retourner dans leur cellule, mais son commandement est accueilli par de vives protestations et une forte résistance de la part des détenus qui apprécient grandement leur temps dans la salle d'arcade. Cette nuit-là, Jugo et Uno sont assis ensemble, réfléchissant profondément aux événements de la journée. Jugo, avec un sentiment de culpabilité palpable, se demande s'il mérite réellement d'avoir autant de plaisir compte tenu de la vie qu'il a menée et de tout le temps passé en prison. Uno, avec son tact habituel et sa franchise, souligne les raisons pour lesquelles Jugo pourrait ne pas le mériter, mais ajoute rapidement que malgré son passé, Jugo reste une bonne personne. Il l'encourage vivement à socialiser davantage et à apprendre à profiter pleinement de la vie, même au sein des confins de la prison.
Se sentant pleinement encouragé, Jugo s'échappe de sa cellule et se dirige vers l'extérieur où il lève les yeux vers le ciel nocturne dans un rare moment de joie et de liberté retrouvée. Mais son moment de paix est malheureusement vite brisé par l'apparition indésirable d'Elf, clôturant ainsi les événements de la journée de manière des plus inquiétantes. L'elfe nargue Jugo, lui disant de le faire rire. Confus et profondément troublé par l'apparition soudaine de l'elfe, Jugo ne le reconnaît absolument pas. Alors que Jugo se tourne avec colère, l'elfe se téléporte sur un réservoir d'eau voisin, visiblement amusé par la situation. Il insinue qu'ils ont joué ensemble dans le passé, laissant Jugo peiner désespérément à se souvenir. L'elfe se téléporte à nouveau, semblant poignarder Jugo, mais ce n'est en réalité qu'une simple illusion. L'elfe continue de se téléporter, demandant à Jugo s'il se souvient de l'homme qui a tout risqué pour le protéger. Jugo, frustré et exaspéré, exige que l'elfe cesse d'être aussi cryptique et qu'il s'explique clairement. Au lieu de cela, l'elfe le nargue davantage, appelant Jugo Spécimen 15 Lannoy et insistant pour qu'il utilise les armes qui lui ont été données afin de recueillir encore plus de données. Jugo maudit l'elfe, refusant catégoriquement de blesser d'autres personnes avec les lames qui lui ont été imposées. L'elfe, maintenant absolument furieux, plaque Jugo au sol et lui enfonce un couteau à travers la main, lui commandant d'arrêter immédiatement d'insulter son maître. Alors que l'elfe divague sur la façon dont il aurait dû tuer Jugo bien avant, Jugo a un flashback d'un homme sacrifiant sa vie pour l'aider à s'échapper. Enragé, l'elfe menace de tuer absolument tout le monde autour de Jugo, bien que sa mission principale soit de récupérer uniquement le cerveau de Jugo. Il trace une ligne moqueuse et menaçante sur le visage de Jugo, le menaçant de le lui prendre. Désespéré, Jugo déchaîne son bras épais mais parvient à contrôler sa puissance, se libérant ainsi et brisant l'arme de l'elfe en 1000 morceaux. Une fois de plus, il est révélé que ce n'était qu'une autre illusion. Satisfait des données qu'il a collectées, l'elfe se prépare à partir, exhortant Jugo à utiliser ses lames bien davantage. Lorsque Jugo l'interroge sur quelqu'un nommé Mai, l'elfe nie connaître Misashi mais avertit qu'il reviendra et menace d'utiliser les amis de Jugo comme de simples rats de laboratoire. Il s'éloigne en sautant, promettant de revenir leur rendre visite. Secoué et profondément inquiet, Jugo craint pour la sécurité de ses amis. Le lendemain, Rock remarque que quelque chose ne va pas, mais Jugo insiste sur le fait qu'il va parfaitement bien. Cette nuit-là, déterminé à les protéger coûte que coûte, Jugo s'échappe pour quitter Namba pour de bon. Cependant, Wuno, Nico et Rock se réveillent, impatients de le rejoindre dans son évasion. Au son de l'alarme de la prison, Blair et Namba se mettent en confinement total. Jugo atteint la toute dernière porte, seulement pour y trouver Hajime qui l'attendait de pied ferme. Voulant à tout prix protéger ses amis, Jugo les enferme à l'intérieur et se prépare à affronter Hajime seul. Jugo et Hajime s'engagent alors dans un combat féroce, tous deux déchaînant l'intégralité de leur force. Juste avant que les choses ne dégénèrent davantage, Sego arrive et ouvre la porte, permettant ainsi à Uno et Rock d'intervenir. Ils arrêtent le combat et rappellent à Jugo toutes les promesses qu'ils se sont faites. Réalisant que sa véritable place est auprès de ses amis, Jugo jure solennellement de les protéger et de ne plus jamais s'enfuir. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, une prison top secrète et absolument imprenable existe, saluée comme la numéro 1 mondiale sans aucune évasion connue jusqu'à ce jour.